a commencé donc cette semaine de cinéma avec, oui, comme il n'est pas là, cette semaine de cinéma avec une comédie musicale, Jolie Jolie. On l'a pas terminée hier, mais presque. En tout cas, on a vécu un moment extraordinaire avec Dans la cuisine des Nguyen. Nous avons deux compositeurs dans deux jurys différents. Reinhard Wagner, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, qui s'y connaît lui aussi en comédie musicale, puisqu'il est quand même le compositeur de Faubourg 36, ce qui lui avait valu une nomination au César et, ce n'est pas rien, une nomination aux Oscars. Et du coup, membre de l'Académie, je suppose. Ben voilà. Bref, donc c'est une année. Puis en plus, hier, le concert de Dany, pour ceux qui y sont allés, c'était vraiment magnifique. Donc une année très très musicale. Et puis je viens juste d'avoir une conversation sur le parvis du cinéma et où les spectateurs étaient encore sur ce double choc de deux comédies musicales, Jolie Jolie dans la cuisine des Nguyen, et du plaisir que ça avait provoqué chez eux. Donc vous qui êtes un peu expert, vous l'avez ressenti quand vous avez présenté, toi, quand tu avais présenté Faubourg 36, et toi hier, mais c'est pas la première projection, quand vous présentez le film, il y a presque un besoin, on ressent presque un besoin des spectateurs pour retrouver ce genre. J'ai l'impression que oui. C'est vrai que la comédie musicale semble revenir. Après, c'est un peu comme toutes les modes, il y a des cycles. Là, on a l'impression qu'on est au début ou au milieu d'un cycle. La comédie musicale, c'est vrai que elle peut apporter de la joie, que la musique elle a un impact émotionnel immédiat. Et donc, par rapport aux réactions du public, c'est vrai qu'il y a eu des accueils très chaleureux et je pense qu'on a un peu besoin de légèreté, j'allais dire en ce moment, mais un peu tout le temps, quoi, de rêve, de fantaisie, de poésie. Et la comédie musicale peut permettre ça, je pense. Alors, la particularité de Faubourg 36, c'était que c'était à la fois un film musical, enfin un film avec plein de numéros musicaux, ouais, mais en même temps, c'était Faubourg 36, comme son nom l'indique, donc c'était aussi un film sur fond historique et politique. Oui. Ouais. Faubourg 36, c'était de Christophe vraiment... Baratier qui avait réalisé Les choristes. Voilà, en fait, l'histoire de... Putain, ça, il y a un délai. Oui. L'histoire de Faubourg 36... parce qu'on est en 1936, et en fait, le film a été fait au départ sur les musiques et sur les chansons. Moi, j'avais rencontré un auteur français. Je dis bien un auteur parce qu'il m'a toujours dit, il est mort, il s'appelle Franck Thomas, il m'a toujours dit, je ne suis pas un parolier, je suis un auteur. Et c'est vrai qu'il y a une petite nuance. C'est-à-dire qu'en gros, un parolier, c'est quelqu'un qui peut écrire sur des musiques déjà préexistantes, et un auteur, c'est quelqu'un, pour lui, et je pense qu'il a assez raison, ça fait sens, c'est quelqu'un qui peut écrire un texte, je dis bien un texte, qui peut faire 4, 5 pages, 10 pages, et on écrit dessus. En tout cas, c'était la façon dont qu'on avait pour travailler. Donc un jour, je me souviens, je lui ai dit, mais il est où le refrain ? Et il m'a dit, je sais pas, trouve-le le refrain, t'es assez intelligent pour trouver le refrain. Parce que souvent, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui écrivent des chansons, ils font couplet, couplet, refrain, couplet, refrain. Et lui, c'était, j'écris et à moi de me débrouiller. Et c'est une manière, il n'y a pas une manière mieux qu'une autre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est une manière pour lui d'écrire, de se laisser aller, et moi, je faisais le tri. Donc pour en revenir à la question initiale, Faubourg 36, on a écrit ensemble une quarantaine de chansons, dans l'esprit des années 30, volontairement. Ensuite, on s'est dit, ça serait bien de trouver une histoire autour de ça. Et on a mis très longtemps, on s'est dit, on va faire un film. Et moi, j'étais dans la famille, je connaissais bien Jacques Perrin, qui fait partie de ma famille. C'est la première personne, Jacques Perrin, qui était un grand producteur, qui nous a quittés il y a quelques années.
Et il m'a dit, écoute, j'adore ces musiques, j'adore ces chansons, le concept, 1936, le monde, la France est sur un volcan, il va y avoir la guerre quelques années plus tard. On va en faire un film. Et on a mis un certain temps à trouver des metteurs en scène, parce que les metteurs en scène, c'est pas comme aux États-Unis, ils ont tous leur film à faire. Et on a rencontré, je crois, 80% des metteurs en scène français, qui nous ont tous dit c'est vachement bien, mais j'ai un film à faire. Corneau, il avait 2 films à faire avant, et on s'est dit ça va nous pousser jusqu'à 2043. Et il y a un jeune réalisateur qui s'appelle Christophe Baratier, qui est le neveu de Jacques Perrin, qui avait fait un petit film dont personne ne voulait, qui s'appelait Les choristes. Et Christophe Baratier m'a dit, écoute, moi maintenant, après l'énorme succès des choristes, j'ai envie de faire ton sujet, qui était le mien, et celui de l'auteur dont j'ai parlé, qui s'appelle Franck Thomas. Ouais. Donc voilà, le film a été fait d'après ça. On n'est pas venu me chercher pour écrire des chansons pour faire une comédie musicale. Je suppose C'est un luxe très, très rare. extraordinaire qui ne s'est jamais reproduit. Toi, Alex, à l'origine, tu es aussi chanteur. Enfin, tu dis, je te dis. Oui, il y a longtemps, mais c'est aussi comme ça que je t'ai connu. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire de ce qu'on appelle maintenant de la musique à l'image? Alors, je ne suis pas très légitime ici parce que j'ai jamais fait de comédie musicale, en tout cas. Mais c'est intéressant, je ne connaissais pas cette sur Fort 36, parce que j'ai revu Les choristes la semaine dernière, et c'était intéressant de voir à quel point, parce que là, c'est très très difficile de faire une comédie musicale. Tout le monde adore ça, on aimerait en voir plus, mais en vérité c'est extrêmement difficile, quoi. Parce que souvent la forme prend le pas sur le fond, des choses comme ça, où les chansons deviennent un prétexte pour faire un film, mais où le film n'existerait pas sans les chansons. Dans Les choristes et dans Fort 36, il y a une histoire très forte qui existe, et les chansons viennent, les musiques de Bruno Coulet ou de Reinhardt viennent sublimer le truc et emmener le film encore plus loin. Et là, c'est ça que ça devient. C'est très très dur à faire, quoi. Mais quand c'est réussi, c'est formidable. Et par contre, ça répond pas à ta question, en revanche. Non, mais toi, ton rapport à la musique à l'image, comment t'es venu à la musique à l'image? Grâce à une rencontre pendant mes études, qui est Dominique Besnéard, qui est là aujourd'hui, je crois, en plus. Qui va arriver, oui. Qui m'a, à l'époque, je faisais des chansons, effectivement, et puis m'a permis de rencontrer un metteur en scène qu'il produisait, et il adaptait le livre de Charles de Valandrey, qui s'appelle Amour dans le sang. Il y avait des chansons, un peu rock, ce que je faisais un peu à l'époque, interprétées par Patrice McTabb dans le film. Donc j'ai rencontré Patrice, on a fait des chansons pour le film, puis j'ai fait le score du film, et puis c'est comme ça que j'ai mis un pied que j'ai découvert ça. Donc tu as quand même fait des chansons pour un film. Ouais. Finalement, tu vois. J'ai toute ma place. À se croire illégitime, on finit par découvrir qu'on l'est un peu. Toi, Stéphane, la comédie musicale, c'est vraiment un truc, tu as ça dans la peau, parce que tu as quand même fait un court-métrage qui était une comédie musicale, et puis avec des moyens qui étaient sûrement pas ceux d'une comédie musicale, mais beaucoup d'amis. Tout à fait. Oui, en fait, j'ai commencé par 2 courts-métrages musicaux. Le deuxième dont tu parles, c'est Paradisco, dans lequel Denis Astorga jouait. Un ami et excellent chanteur. Si vous avez l'occasion de voir un de ses spectacles, surtout foncez-y. Et ensuite, après ce cours, j'ai fait un petit détour dans le spectacle vivant, où j'ai continué à explorer en fait, la forme musicale, donc en écriture et en mise en scène. Et j'ai eu envie de revenir au cinéma, donc j'ai refait 2 cours, puis maintenant le long. Mais c'est vrai que la comédie musicale a toujours été une passion, parce que j'aime la fantaisie, le rêve, la poésie que ce genre peut apporter, comment on peut aussi jouer avec l'expression des sentiments, comment la musique ramène une dimension émotionnelle supplémentaire, et je trouve ça intéressant d'explorer et de travailler sur cette forme. Après, je ne ferai pas forcément toujours ça, mais j'ai eu énormément de plaisir à le faire sur mes 2 cours et mon premier long. Et en plus, tu joues dans le film de Jacques Audiard, Oui. donc, où tu chantes. Oui, enfin, c'est à moitié ma voix, apparemment. Alors, donc, je suis en partie doublé. Mais bon, j'ai chanté sur le plateau, donc voilà. C'était comment cette expérience? C'était. Parce que c'est aussi le film qui, on a l'impression, qui relance un peu, Oui. enfin, qui participe au fait de relancer cette mode, on va dire, des comédies musicales. L'expérience était assez dingue. Moi, en tant que comédien, c'est quelque chose que j'explore depuis relativement peu d'années. Donc,
je ne m'imaginais pas forcément me retrouver dans un film d'Audiard et encore moins dans une comédie musicale. Donc bon voilà, j'ai passé le casting et j'ai eu le rôle. Et en fait, après, une fois sur le tournage, bon, il y a eu une partie de répétition avant le tournage, et j'avais un peu l'impression d'être dans un rêve, un peu comme les making-of de comédie musicale que j'ai vu tant de fois, et là, de les vivre, c'était une expérience assez dingue. C'était en juin de l'année dernière, et moi, en fait, je tournais mon film à partir de fin septembre, et le timing était absolument parfait pour voir un peu comment lui travaillait. Alors évidemment, pas du tout avec le même budget, le même effectif, mais peu importe, c'était quand même une façon de voir une méthodologie, enfin une façon de travailler qui était extrêmement intéressante et qui est aussi commune, quelle que soit l'envergure du film. On dit que dans un film, il y a 3 auteurs. Il y a le réalisateur, le scénariste et le compositeur. On dit que c'est le 3e auteur. Mais en même temps, on dit souvent que c'est la 5e roue du carrosse et que vous êtes un peu appelé à la dernière minute pour poser de la musique sur des images sans parfois être concerté avant. Est-ce que c'est toujours une vérité? Est-ce que ça s'arrange? Comment ça se passe? Reinhard? Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, de toute façon, j'ai un problème, j'en parle souvent, j'en ai parlé souvent avec les gens avec qui je travaille, ou d'autres. J'ai un problème avec compositeur de musique de film. Pour moi, ça ne veut rien dire. Quand je vois quelqu'un qui dit « je suis compositeur de musique de film », il est compositeur, point. Pourquoi compositeur de musique de film? Alors, il veut faire que ça, ce que je trouve très restrictif. Donc, voilà, les gens sont... Quand on est musicien et créateur, créatif, on fait de la musique, on écrit de la musique, on écrit une pièce pour piano, un quatuor à cordes, une chanson, je ne sais pas. Et puis on fait aussi de la musique de film, mais ça ne devrait pas être compartimenté. Alors la question, est-ce que c'est la 5e roue du carrosse? Oui, parfois il n'y a pas beaucoup de budget, parfois les metteurs en scène ne savent pas trop ce qu'ils veulent. D'ailleurs, pourquoi pas? Des fois c'est bien de ne pas savoir, comme ça on peut leur proposer des choses. Mais je crois que ça doit dépendre de chaque film. Moi j'ai la chance quand même d'avoir enfin, après ça dépend de ce qu'on appelle un petit budget, mais ça dépend aussi de la musique qu'on doit écrire. Il y a des metteurs en scène qui ne pensent pas du tout à la musique de leur film jusqu'au dernier moment. Il y en a qui anticipent énormément. Moi j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Jacques Benex, et Benex il anticipait beaucoup la musique. Et puis j'ai travaillé avec sur des films où j'arrivais en dernier. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais ça dépend probablement, chaque cas est un cas particulier. Chaque cas particulier, effectivement, mais la place qu'on a, c'est souvent la place que le metteur en scène veut bien nous donner, quoi. D'ailleurs, tout l'enjeu pour nous, quand on arrive sur un film, c'est vite de comprendre la place qu'on va pouvoir occuper dans le processus de fabrication, de saisir un peu l'âme du film, de voir comment on va pouvoir essayer d'aider le réalisateur à faire rendre le film meilleur. Et voilà, mais c'est compliqué, c'est vrai que la relation compositeur-réalisateur est un peu compliquée. C'est quand on arrive sur un film, le réalisateur, ça fait déjà 4 ans qu'il travaille sur son film, il l'a écrit, il a préparé le tournage, il l'a tourné, il l'a monté, il a réglé 1 milliard de problèmes, il a un truc en tête. Et nous, on arrive et puis on dit, tu sais, moi, je suis auteur de ton film. C'est très compliqué. Et puis en plus, une musique, elle change l'image, toujours. Quand tu poses une musique sur un film, ça révèle quelque chose de l'image, ça fait dire quelque chose à l'image, toujours. Donc c'est déstabilisant pour un réalisateur. Parfois, ils recherchent ça, ils ont envie d'être bousculés. Parfois, ça leur fait peur. Donc voilà, la principale difficulté, c'est pas de composer la musique, c'est de comprendre la place qu'on va pouvoir occuper, quelle collaboration on va pouvoir avoir avec le metteur en scène, quoi. Tu as collaboré avec André Téchiné, qui avait auparavant collaboré avec d'autres grands compositeurs. C'était une vraie opportunité pour toi et ça t'a permis des choses? Oui, il y a un avant et un après quand même. Un avant et un après, puis c'était absolument génial, un peu vertigineux au début, puis
génial de me rendre compte qu'en fait, c'est plus facile de travailler avec André Téchiné qu'avec un réalisateur moins confirmé. En fait. C'est très, très confortable parce qu'il a une idée extrêmement précise du film qu'il veut faire, de la place que moi je veux avoir. Donc on a un cadre très précis, mais à l'intérieur de ce cadre, on est extrêmement libre. Et j'ai ça également avec Zabou, avec qui j'ai fait 3 films. C'est un peu la même chose. C'est ma prochaine question, puisque vous avez tous les deux travaillé avec elle. Mais c'est le point commun qu'ont tous les grands metteurs en scène, en fait, c'est ça. On a un cadre, ils nous aident beaucoup, et en même temps, on est très libre de leur proposer des choses. Ils sont contents aussi d'être bousculés par rapport qu'on propose un truc auquel ils n'avaient pas pensé. Ils achètent ou pas le truc, mais ils sont contents de ça. Et donc c'est comme hyper stimulant, quoi. C'est une grande chance de travailler avec des gens comme ça. Oui, oui. Ben, de toute façon, si on est un créateur, qu'on est créatif, disons, on peut employer des termes qui sont un peu... Mais on amène aussi, avec son bagage propre, moi j'écris une musique, je sais, j'ai ma fenêtre, comme chaque compositeur doit l'avoir. Je fais une petite différence entre des compositeurs et des musiciens. N'importe quel musicien peut faire une musique, je pense. Et il peut faire une musique parfois très bien. Est-ce que pour autant il a un style, il a un univers particulier? C'est autre chose. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai ma petite fenêtre, elle est à moi, personne ne peut me la prendre. C'est mon petit jardin, c'est ma musique. Je sais, je connais mon style, mon univers, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'écoute, et on est aussi défini par ce qu'on aime. Moi, j'aime énormément de musiques différentes. J'aime la musique contemporaine d'aujourd'hui, que peu de metteurs en scène connaissent d'ailleurs. Je peux parler de Kaya Sarayao, qui est pour moi une des plus grandes compositrices au monde, qui nous a quittés l'année dernière. Kaya Sarayao, elle est finlandaise. Je peux j'adore une compositrice qui s'appelle Caroline Shaw, qui est une américaine qui a 35 ans, que je vous conseille d'écouter. C'est la musique d'aujourd'hui, elle a 35 ans. Moi, je suis un vieux, moi, elle a 35 ans. Et elle écrit une musique extraordinaire, qui vient d'autre part. Et je trouve, voilà, si on demande à Caroline Shaw de faire une musique de film, elle va faire du Caroline Shaw. Et donc, il y a cette presque ambivalence quand on arrive avec son bagage, et on doit travailler avec quelqu'un qui a une vision qui n'est pas forcément la vôtre de la musique. Et pourtant, ça doit marcher. Moi, c'est rare les fois où ça n'a pas marché. Parce que, comme tu le dis, on échange des idées, mais tiens, si on faisait ça, et puis ça, et t'as écouté ça, et parce que les metteurs en scène, souvent, ils ne savent pas ce que c'est qu'un quatuor à cordes ou un quintet avant. Mais il suffit de faire écouter les choses. Tu vois, ça fait ça, c'est ça. Ah oui. C'est comme pour un chef. Parce que tu disais, il y a 3, non, il y a plus que 3 auteurs. Hein. Il y a aussi le directeur photo et montage 5. Il y a 5 auteurs du film. D'ailleurs, quand un film se vend, les 5 auteurs, co-auteurs, doivent... raison, mais légalement, il n'y a que 3 auteurs. Ils ne sont pas auteurs, les directeurs de la photo. Ils n'ont pas de je ne suis pas sûr. C'était une question à la Fémis, dont je me souviens. Ils n'ont pas de droit, les monteurs non plus. Ils mériteraient autant que les compositeurs, en l'occurrence. Ah oui, tu veux dire au niveau des droits, d'accord. Oui. Autre chose. Voilà. Autre chose. Et toi, comment tu as travaillé, Stéphane, avec ton compositeur? Vous avez vraiment travaillé, forcément, sans doute, les musiques, en tout cas les chansons avant. Comment ça s'est passé, votre relation? Oui, donc forcément, là, pour une comédie musicale, le compositeur n'arrive pas au dernier moment ou quand le film est déjà fait. Donc, Clovis et Twinian également, parce que c'est un binôme, mais c'est vrai que c'est surtout Clovis qui a participé majoritairement à la composition. On a travaillé beaucoup en amont, donc moi j'arrivais avec des textes qui pouvaient éventuellement évoluer. Je lui donnais des indications de couleurs musicales. Parfois, je lui faisais écouter des morceaux, mais non pas, je ne dis jamais à un compositeur, je veux que tu fasses ça. Je dis, là, ce que j'aime, c'est par exemple ce type d'arrangement, ces couleurs de cuivre, etc. Parce que j'ai envie qu'il se sente libre et qu'il me fasse des propositions. Sinon, je serais compositeur et ce n'est pas le cas. Donc, j'ai des idées précises, mais j'ai aussi envie de laisser beaucoup de liberté. Et après, c'est vrai qu'on s'est vu vraiment beaucoup
beaucoup. Parfois, c'était juste pour 1 heure et écouter quelque chose. Et on travaillait en direct, on faisait et ça allait plus vite d'échanger comme ça en direct. Et voilà, il y avait énormément d'allers-retours, puis les enregistrements des premières maquettes avec les voix, etc. Donc, c'était un travail très intense et constant, aussi bien en préparation que pendant le tournage, puisqu'elle était là sur toutes les scènes chantées, et évidemment ensuite montage, post-prod, etc. Donc c'est peut-être celui avec qui j'ai le plus travaillé en termes de durée. On connaît forcément un des plus grands tandems de l'histoire de la comédie musicale, qui est Jacques Demy et Michel Legrand. On sait à quel point l'un l'autre se sont influencés. Mais moi qui ai eu la chance de croiser Michel Legrand, on sait aussi qu'il était très... il intervenait, il est très, très interventionniste sur le montage des films. Il y a l'exemple de La Bûche, on sait qu'il a fait remonter non pas Caroline Thompson, mais Daniel, merci, à Daniel Thompson. Et je sais qu'il a travaillé avec Xavier Beauvois et aussi... Xavier, de toute façon, aimait tellement sa musique qu'il ne voulait plus rien couper. Donc il aurait pu mettre 3 heures de musique en oubliant son film. Quelle collaboration vous avez à ce moment-là? Parce que est-ce que ça peut vous arriver de dire des choses? Est-ce que ça vous est arrivé? Toi, apparemment, oui. Oui. Moi, oui. Avec Jean-Jacques Benex, peut-être? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais gentiment, hein. Je dis, Oui, est-ce que tu penses que ça, je ne suis pas stalinien non plus, est-ce que ça. Et puis, ça c'est un peu trop long, ça c'est un peu court, et là je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je dis, au risque de passer pour un imbécile, mais je dis, je ne comprends pas. Ou là il y a un faux raccord, il y a quelque chose qui... moi j'aurais voulu faire l'IDEC quand j'étais jeune, j'étais très très cinéphile, et je voyais énormément de films. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup parlé avec des monteurs. Donc, ouais, quand quelque chose me gêne, je le dis. Alors après, les gens vous écoutent ou pas. Là, je suis en train d'écrire la musique pour un film, et il y a un truc qui me gêne dans le film. C'est un type qui est en moto, il est portugais, et François Berléand a peur de monter avec lui parce qu'ils doivent aller d'un théâtre à un autre. Et le portugais, il conduit super vite et il a peur. Et par 3 fois, on va le voir monter sur la moto et avoir vachement peur. Et la 3e fois, donc, il y a c'est 3 musiques très courtes qui doivent faire à peu près 16 secondes pour signifier ce petit passage en moto. Et à un moment donné, la 3e fois, Berléand enlève son casque et il dit « Oh là là, t'as été trop vite !» Et le motard s'en va et il dit « En plus, il est con !» Et moi, ça m'a gêné. Ça m'a gêné que Berléand dise la 3e fois « Et en plus, il est con !» Et j'ai dit au metteur en scène moi, ça me gêne. Moi, si j'étais toi, je couperais ça. Je dis pas que j'ai raison, je dis que ça me gêne. Et puis non, ils l'ont gardé et tout. Et j'ai eu un coup de fil hier du metteur en scène me disant tu sais, tu vas être content parce que le producteur a vu le film et il veut absolument qu'on coupe et en plus il est con. Mais je trouvais ça, parce que en fait je trouvais ça méchant, limite raciste quoi. Il est portugais, enfin bon, je me suis dit peut-être que les gens vont mal, enfin je sais pas. Donc voilà, peut-être qu'il est con tout court, ça aurait suffi, parce que et en plus il est con, ça peut supposer effectivement une forme de racisme. Absolument, t'as raison. Donc voilà, des petites interventions comme ça, mais bon. C'est vrai que ça se fait en vase clos quand même un film. T'as le réalisateur, réalisatrice, le monteur, le compositeur, globalement quand même, on passe quand même beaucoup de temps tous les 3 quoi. Ouais. Donc c'est assez logique qu'on est un petit peu garant aussi du rythme du film quoi, avec le monteur. Donc c'est normal qu'on demande notre avis en général. Et encore une fois, c'est là où tu mesures un petit peu le degré d'intervention que tu peux avoir quoi. Tu sens, certains réalisateurs, tu sens très très vite que contente-toi de faire ta musique et je m'occupe du reste. C'est dur de faire couper un metteur en scène parce que c'est son film, si tu lui dis que c'est trop long. Donc c'est là, il faut mesurer, ouais, c'est ça. Ouais, et toi, avec Téchiné, par exemple, sur un film qui s'appelle La Duel à la nuit, il y a un truc, on commence à bien se connaître, je me suis permis de lui dire, est-ce qu'il a essayé de faire un truc un peu drôle? Mais c'est pas. C'est ça qui est drôle. J'adore André Téchiné. C'est qu'il a essayé c'est pas ce qu'on de faire préfère chez lui, quoi. Non. Donc je lui dis ça, c'est pas. Et puis il dit rien. Puis je reviens la semaine suivante, on revoit le film et la scène est montée. Je dis, t'as coupé le. Il dit, bah oui, tu m'as dit que c'était nul.
Oui, c'est ça. Ça peut. Voilà. Bah, c'est des Donc trucs voilà. égaux, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pense metteur en scène. Mais... Stéphane, t'as laissé ton compositeur venir jeter son œil sur, Hum, même si les musiques étaient pré-enregistrées. Bah, il n'est pas venu au montage, mais il a vu des versions de montage qui ont encore évolué, puisqu'il a posé ensuite. Enfin, il a vu des Score. montages en cours pour le score, effectivement. Non, on n'a pas eu. Il m'a pas trop fait de retour. Peut-être qu'il n'a pas osé, mais je ne sais pas. Mais en même temps, je l'aurais écouté. C'est-à-dire que le compositeur est un collaborateur, donc c'est à partir du moment où je travaille avec lui, j'ai aussi confiance en son avis. Donc, mais c'est vrai que les échanges se sont plutôt limités à un échange musical. Mais je suis prêt à écouter les compositeurs. Vous deux, vous qui avez, toi entre autres, Téchiné, mais Zabou aussi, vous avez fait 3 projets ensemble. Toi, tu as fait plein de films avec Jean-Jacques Benex, qui j'espère nous entend parce que je l'aimais d'un amour immodéré. Ouais, moi aussi, oui. Euh, J'en ai fait plus avec Pascal Thomas. J'ai fait 11 films avec Pascal. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec Pascal Thomas aussi, 11 films carrément. Ça facilite les choses et on peut être on peut oser plus de choses quand on a une collaboration suivie comme ça avec un réalisateur. Ça dépend de la personnalité du réalisateur. Donc, faut être assez malin. Un jour, Roland Topor, qui est un homme que j'aimais beaucoup et avec qui j'ai beaucoup travaillé, m'a dit, mais je me plaignais de ne pas amener des choses. Les metteurs en scène, ils veulent pas, ils s'aventurent pas trop, ils connaissent pas les musiques d'aujourd'hui, ce qui est un peu mon credo. Hein. Je me répète un peu, hein, mais bon. Et, et Roland Topor m'a dit, tu devrais amener des choses en fraude. Et j'ai trouvé très juste. Effectivement, il faut amener en fraude. Donc la question, Pascal Thomas, lui, c'est simple. Tu fais ce que tu veux, j'y connais rien. Donc lui, il joue celui qui connaît rien. Même quand il réalise un film, Pascal, il est là avec son petit sac en plastique. C'est un type très livresque. Il achète 25 bouquins. Il sort de la une avec son petit sac en plastique. Il arrive sur le tournage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et le premier assistant lui dit, on fait cette scène. Il fait, ah bon, moi d'accord, on y va. Donc tu te dis, il est complètement à l'ouest, quoi. Et puis petit à petit, tu te dis, non, enlève ça, non, ça, non, dis plutôt ça. Ça, là, le plus haut, ça. Et en fait, c'est une manière de travailler très, très différente. Et quand je lui amène des musiques, il les confond, mais non, ça devait pas se mettre là, ça devait se mettre là. Ah d'accord, bon, on va essayer. Et en fait, il a quand même une oreille, il n'a pas une oreille musicale, mais il a une oreille cinématographique. Benex, c'était le contraire. Parfois, les metteurs en scène sont intéressés par une musique, un jour, qui à nos yeux, peut avoir aucun intérêt. Un soir, je dîne chez Jean-Jacques Benex, et on faisait la musique je travaillais sur IP5. Et il avait un piano, et je me mets au piano, et je fais 2 accords d'une simplicité qu'un enfant de 8 ans peut faire. Je fais Ré mineur, La mineur. Et Jean-Jacques me fait, oh putain, ça c'est bien ça. J'ai dit, mais attends, t'es fou, il y a 2 accords, c'est rien. Non, c'est super pour mon film, garde-le. Bon, j'ai marqué dans ma tête, oui, Ré mineur. Mais je me suis dit, mais ouais, d'accord. Il voit autre chose, il entend autre chose, le metteur en scène, que le musicien. Moi, j'ai vu que 2 accords, ça m'intéresse même pas. Lui, il a entendu autre chose, il a vu autre chose. Et la musique de film, c'est aussi ça. C'est parfois rien, mais tout en Génie. même temps. Génie. Voilà. Donc voilà, ça peut être quelque chose de totalement symphonique, avec beaucoup de musiciens. J'avais écrit avec Jean-Jacques, pour IP5 justement, une musique avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris. J'avais 80 musiciens. J'avais vraiment écrit quelque chose de symphonique. On l'a pas mis. Et d'ailleurs, je suis parti du film. C'est Gabriel Yared qui a fini le film. Et j'ai compris très bien. C'était pas la musique du film. Je m'étais probablement trompé. On s'est fâché et on s'est retrouvés. Donc voilà, la musique de film, c'est compliqué. Parfois, c'est un petit truc qui marche. Et pas ramener sa fraise avec 40 musiciens. T'es arrivé la même chose, Alexis?
C'est-à-dire Comme ça, d'amener une musique, d'être persuadé que c'est ça, et en fait... Oui. Et nous rencontre après coup qu'il avait raison, en fait, que le film que je me figurais, c'était pas celui qu'il avait en tête, quoi. Et encore une fois, notre rôle, c'est de comprendre ce que le mec a en tête, quoi. Et de Il peut y avoir l'inverse faire. aussi. Hein. Pardon ? Il peut y avoir l'inverse. Il peut y avoir l'inverse, ouais. Le metteur en scène peut avoir une idée de musique et puis changer d'avis parce que tu lui amènes autre chose. En fraude. Oui. Ou tu fais une musique pour une séquence et puis finalement, il va la poser ailleurs, dans un tout autre contexte. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Ouais. Et c'est intéressant, ça, d'ailleurs. Bien sûr. Je peux me permettre de partager une anecdote qui nous concerne, puisque j'ai réalisé des courts-métrages et des documentaires, et Alexis a composé brillamment les musiques de mes films, le mec qui se la raconte. Mais il y a une anecdote qui est assez jolie. Je lui avais demandé sur mon premier court-métrage qui racontait l'histoire, en gros, d'un fils qui va avouer son homosexualité à son père alors que son père est mort. Et moi, j'étais parti au début, j'avais posé une musique de Nina Simone au montage. Ouais. Puis ma production m'a dit bonne chance pour avoir les droits. Et donc, du coup, on est parti sur une vraie composition. Et je lui ai dit voilà le sujet, quoi. Il est à toi. Et fais ce que vas-y. Vas-y, on remplace Nina Simone. Ouais, vas-y, remplace Nina Simone. Et donc, bien évidemment, il n'est pas allé du tout dans cette direction-là. Et il a composé une sorte de ritournelle, de comptine enfantine qui m'a vraiment bouleversé, parce qu'en fait, le personnage avait beau avoir 40 ans, il allait s'adresser à son père, c'était encore un enfant qui allait régler ses comptes avec son père. Donc j'étais bouleversé par ça. Et un jour, il fait écouter à un compositeur qui faisait un casting, parce qu'on fait des castings, figurez-vous, de compositeurs, et tu fais écouter tes musiques à ce réalisateur, qui lui travaillait c'était pour le fils à Joe, et qu'on a montré ici d'ailleurs. Et c'est pareil, c'est une histoire de relation père-fils. Il a entendu cette musique, il a dit je veux ça. Et moi j'ai trouvé ça bouleversant qu'en fait, il avait réussi à capter l'essence même juste d'un rapport entre un parent et un enfant, et qui fonctionnait dans 2 films. Et la musique s'est retrouvée dans le film, dans le fils à Joe. Oui, c'était pas la même, tu n'es pas feignance, tu travailles. Mais non, puis moi j'étais au courant et tout ça, et je trouvais ça vraiment génial, quoi. Et c'est facile pour vous, je sais pas, mais de capter ça, vous avez eu des réactions de réalisateurs qui disaient waouh, enfin, je l'aurais pas aussi bien dit, quelque part. Oui, ça arrive très très souvent. Et comme tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est très intéressant. Une musique, ça change complètement l'image. Clairement. Donc, moi, je me souviens que Pascal Thomas, pour le premier film que j'ai refait avec lui, qui s'appelait je ne sais plus comment, avec je ne sais plus qui. Si, mais je l'ai vu. Catherine Fro, le premier. Ah oui, de la série des... Ouais. Ok. Non, le premier qui l'a fait revenir au cinéma. Parce que Pascal, pendant très longtemps... La Dilettante. La Dilettante, oui. Pour La Dilettante, Pascal Thomas m'avait dit, écoute, je voudrais que tu écrives la musique du film. Il va y avoir beaucoup de musique dans le film. Le film va faire 1h30, 1h40. Il y aura au moins 50 minutes de musique de film. Wow. Et il me donne des références de films américains, avec Gregory Peck, avec des très très beaux films. Tu vois, dans une ambiance comme ça, comme musique. Ok, j'écris, et puis on va enregistrer. Alors j'écris énormément de musique. Mais 1 heure de musique, c'est beaucoup. Hein. Pour orchestre symphonique, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et il vient enregistrer avec moi. Il était très content, les musiques super. Je suis ravi, c'est vachement beau, c'est tout ce que je voulais. Ça. Et puis il m'appelle 3 semaines après, il me dit écoute, tu vas peut-être pas être content, mais on n'a pas gardé la musique. On a gardé de ta musique uniquement 3 minutes. Le générique début et un petit peu générique de fin. Ah bon ? Il m'a dit le film n'accepte pas la musique. Et c'était pas ma musique. Ils ont essayé plein d'autres choses. Le film était mieux sans musique. Donc voilà. Ça c'est ça peut arriver. Il y a un truc qui est marrant aussi quand tu comprends que tu tapes juste, c'est que ton thème tout à coup il s'impose comme une évidence et tu peux le poser partout à n'importe quel endroit du film. Ouais. C'est jamais hors sujet. Oui, absolument. Ça, c'est marrant. Sur le film d'Elsa Bleyo que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, il y avait ce truc-là. Tout à coup, tu sors le thème et tu sens que
Il s'impose comme une évidence, quoi. Le monteur, le producteur, machin, tout le monde aime bien. Ben, il y a cette Quel histoire. que soit l'endroit où tu le poses, c'était pas hors sujet. Donc tu te dis, on ne doit pas Il y a être loin cette du- histoire incroyable avec Jean Becker, Jacques Becker, le Ouais. père. Je ne sais pas si ça parle à certaines jeunes qui sont là. Dans le Grizzly, avec, non, c'est un film en noir et blanc. Si je Touchez me pas au souviens, Grizzly. Touchez Voilà. pas au Grizzly. Il demande au compositeur de faire la musique du film. Et le type écrit une super musique. Le nom va me revenir du metteur en scène, du compositeur, très grand compositeur. Vous connaissez que lui. Et puis le metteur en scène Becker dit, dis donc, j'ai oublié de te dire, il y a un moment donné, il y a une petite musique de jukebox quand Gabin rentre dans le bistrot, dans le restaurant, et, voilà, ils entendent une musique une fois ou deux. Faudra aussi que tu écrives ça. Et puis le compositeur oublie, et il fait toute la musique symphonique du film, super musique. Et puis le Becker l'appelle et dit, dis donc, on est en plein montage, tu m'as toujours pas fait la musique du jukebox. Et le compositeur qui dit, écoute, je te fais ça. Il appelle un copain harmoniciste. En 2 secondes, ils font ce thème qui ressemble un peu au parrain, mais qui n'est pas. Il met dans le jukebox. Ils s'aperçoivent que le thème, ça correspond à ce que tu dis. Le thème marche super bien sur tout le film. Il appelle le compositeur. Pareil, tu vas pas être content. On a retiré ta musique, par contre on a gardé la musique du jukebox. Et en fait la musique du jukebox devient la musique du film. Et vous entendez que ça pendant tout le film. C'est extraordinaire. Et il raconte qu'il n'était pas content, mais qu'après avec les droits d'auteur qu'il a touchés, parce que c'est devenu, Finalement, il était c'est content. devenu un tube, tout le monde le jouait, ça a été interprété, chanté, c'est devenu une chanson à l'harmonica. Formidable, non? Il dit dans ses mémoires que voilà, finalement, il s'y est retrouvé, quoi. Allez, on termine. Je vous pose une petite question à vous trois. Est-ce qu'il y a un film musical ou une musique de film dont vous êtes particulièrement fan? Stéphane? Non, plusieurs. Oui. Bon, alors, Tu vas nous faire une liste. Les films de Jacques Demy, Les Parapluies, Les Demoiselles, West Side Story. Et je m'arrête là, sinon je peux continuer, j'ai raté mon train. C'est pour ça qu'on arrête aussi, c'est pour que tu ne rates pas ton C'est train. gentil, c'est gentil. Alex? West Side Story, ouais. Les films de Damien Chazelle, Whiplash, énormément. C'est pas vraiment une comédie musicale, mais ça, c'est un film C'est musical. un film quand même. musical, clairement. La La Land aussi, que j'ai énormément aimé. Voilà. Je suis plus Chazelle que Jacques Demy. Alors moi, je vais vous décevoir. Il y en a évidemment plein, mais je suis pas du tout client de Demy. Mais tu as le droit. Je suis pas- de Demy. De demi. Mais moi non plus. Des films. Alors celui que j'aime le moins, eux ils parlent de ceux qu'ils aiment le plus. Moi, celui que j'aime le moins, que je trouve limite, quoi, c'est avec Jean Marais et Catherine Deneuve. Podane. Podane. Podane? Pour moi, Podane, c'est une caricature. J'ai l'impression de voir. Eh bien, on arrête là. J'ai l'impression de voir les nuls en déconnant, quoi. Non! Mais bon. Non, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas. Mais alors, West Side Story, bien sûr, tout de suite. voilà. Bon. Pour plein de choses, hein, d'ailleurs, hein, pas que la musique. Donc, en attendant, voilà, surtout écoutez de la musique de films en dehors des films, parce que ça donne aussi de très très beaux albums et qui sont, à une époque, on n'avait pas les cassettes, on n'avait pas les DVD, et la seule façon d'évoquer un film qu'on avait vu et qu'on aimait, c'était de poser le 33 tours et de réécouter la musique de film. Découvrez ou redécouvrez les musiques de Reinhard Wagner. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les musiques d'Alex Siro, que je vous recommande. Et puis j'espère qu'il y aura bientôt une BO. Mais tout à fait. Voilà. On va sortir le single d'abord, avant la Ouais. fin de l'année, et puis la BO au moment de la sortie du film, le 5 mars 2025. Eh ben, je vais déjà précommander le mien. Merci infiniment à eux trois. Merci à vous d'être venus les Merci. écouter. Bonne continuation et bon appétit.